Je l'aimais, on se fréquentait, puis là, je me dis qu'aujourd'hui, ben, ça brise ma confiance, puis de l'amour que tu peux porter pour quelqu'un qui te fait ça. Je souffrais trop, c'est pas que je l'aimais pas, c'est que je souffrais trop pour lui dire que j'allais mal. Enfin, une mère, c'est vraiment quelqu'un qui t'aime énormément. J'avais peur de la détruire comme moi je travaille me détruire. J'ai pris les précautions qu'il fallait, mais il y a quand même quelqu'un qui a été plus sournois que moi. Des États-Unis à l'Espagne en passant par le Royaume-Uni, l'intérêt pour le procès Perico traverse les continents. C'est un procès dont le retentissement se fait sentir bien au-delà des limites du pays. Celui d'un homme qui est accusé d'avoir drogué sa femme, celle que vous voyez présentement, Gisèle Pelicot. J'ai rencontré quelqu'un à Montréal. J'avais 18 ans. Jamais allé chez lui encore. Fait que là, je vais chez lui. Et puis là, il me dit je vais t'offrir une bière. J'ai perdu comme le fil des événements. J'étais dans le salon. Quelques secondes plus tard, j'étais dans la chambre. Il faisait noir. Tout ce que je pouvais voir, c'était la fenêtre. Je pouvais juste voir les lumières dehors, là, des immeubles dehors. Je ne pouvais pas rien faire d'autre. Je ne pouvais pas bouger la tête. La première chose qui est arrivée le matin, c'est « va te laver ». J'ai bien vu que j'étais dénudée aussi. Mais tu fais comme, mais voyons, c'est ce qui s'est passé avec ma soirée. C'était comme un autre épisode, comme si tu n'étais pas là. Puis le lendemain, j'ai dit, mais ils m'ont reconduit chez moi. Ils riaient. Là. Ta soirée, comment ça a été? Moi, j'étais, voyons, qu'est-ce qu'ils ont à rire comme ça? Puis, par la suite, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Donc, c'est des décisions de l'époque. Je n'ai pas gardé le bébé. Des fois, encore aujourd'hui, je me dis, ben, est-ce que j'aurais dû garder le bébé? J'y faisais confiance. Là. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, avec une gang d'amis, on est sortis au bar à Chicoutimi. Puis, tu sais, la soirée, ça allait bien. Puis, je connais quand même ma limite aussi au niveau de l'alcool. Je sais où m'arrêter, puis aussi, je prends tout le temps les mêmes verres. Là. Je change jamais mes habitudes. Puis à un moment donné, mon ami est parti, puis je me suis trouvé une autre gang d'amis. Puis là, on s'est commandé des shooters. Puis après ça, je me rappelle plus de rien. Je suis réveillée dans les toilettes, puis là, j'ai demandé ce qu'on appelle ma mère, puis... finalement, ça a l'air que j'arrêtais pas de dire « ambulance, ambulance ». Fait que là, finalement, je me rappelle juste qu'on m'a amenée à l'hôpital, puis je me suis réveillée. Après ça, ça a été 2 jours à essayer de me remettre de tout ça. Là. Ça a été vraiment difficile sur le corps. Là. J'ai dormi pendant peut-être des 14 heures puis des 16 heures en ligne. Là. La soumission chimique désigne le fait de droguer, grâce à l'administration de médicaments ou de substances illicites, une personne à son insu ou sous la menace, sans son consentement, à des fins criminelles ou délictueuses. Comme les jambes qui m'ont lâché. Après, j'ai perdu comme le fil des événements. Ce que je pouvais faire là, dans cette soirée-là, dans le fond, c'est d'avoir les yeux qui bougent. Là. Je ne pouvais pas bouger les autres membres. C'est comme si je n'étais plus capable de me lever. J'ai probablement vomi. Les vomissements, c'est aussi un des symptômes. Puis, je me sentais vraiment molle. J'avais de la misère à tenir sur mes jambes. Fallait qu'on m'aide à marcher. J'avais vraiment de la misère. J'avais pas de tonus. Puis aussi, c'est ça. Fait qu'après, même si j'ai eu un soluté, puis on m'a réhydraté, après ça, je suis arrivée chez moi puis j'ai dormi. On a pris les shooters, puis peut-être 5 minutes plus tard, c'était le blackout total. Là. Ce trou noir, celui qui hante les victimes. À l'hôpital de Jonquière, le rôle des professionnels de santé est crucial dans cette quête de réponse. Donc, la patiente va être triée sur un volet confidentiel, anonyme. Et après ça, on va être pris en charge le plus rapidement possible par quelqu'un déjà de formé, faire des trousses médico-légales. Donc, habituellement, c'est l'infirmière qui a l'expertise, qui va la prendre en charge sur une civière pour éviter que la patiente répète l'histoire plusieurs fois.
Elle sera vue une première fois par notre médecin, notre urgentologue. Puis par la suite, là, si elle désire porter plainte, puis elle désire faire une trousse, donc il y aura un autre médecin formé pour faire des trousses médico-légales qui la prendra en charge. On a des locaux spéciaux pour ça, donc elle va être relocalisée dans cet environnement-là. La trousse sera complétée à ce moment-là. Il y aura un premier questionnaire avec le médecin qui fait la trousse. Ensuite, sera suivi de l'examen physique, les prélèvements. Par la suite, elle aura son congé. Puis, il y a toujours une travailleuse sociale là, qui peut accompagner la patiente si elle le désire là, dans ce processus. Ils ont juste attendu que mon état se stabilise, que je sois moins paf un peu, comme on dit, là, pour après ça me donner mon congé. Là. Il est possible pour le personnel médical de se former dans l'accompagnement des victimes. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une étape obligatoire. Il y a aussi, c'est du volontariat, donc le personnel qui arrive dans nos milieux, qui aura le désir d'effectuer des trousses médico-légales, bien, à ce moment-là, on fait une ouverture, puis on leur donne leur formation. On attendait que les policiers viennent les chercher. On les met là. Surtout aux 14 jours, là, on peut détruire la trousse. Ça veut dire que la personne n'a pas porté plainte ou dans ce temps-là. C'est quand la personne porte plainte, c'est là que les policiers viennent chercher la trousse. Là. Puis il n'est jamais trop tard. Pardon. Il n'est jamais trop tard. On peut porter plainte pour ce genre d'événement-là après 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, oui, la preuve est peut-être un petit peu plus difficile à faire, mais on peut y arriver. Même longtemps après les faits, un espoir reste dissimulé sur le cheveu. Le cheveu, c'est un peu la mémoire de vos consommations. Le cheveu, il pousse d'1 centimètre par mois, à peu près. Donc, si vous avez 12 cm de cheveux, vous avez à peu près 1 an d'historique. Si aujourd'hui, vous pensez avoir été drogué à votre insu, il faut attendre au moins 1 mois la pousse du segment d'effet. Parce qu'en fait, la substance va diffuser dans le sang, elle va irriguer le bulbe, le cheveu va pousser et cette pousse du segment va capturer la substance qui vous a été administrée. Ça permet de retrouver des substances et de les comparer à ce que vous consommez habituellement. J'ai mis 4 ans pour porter plainte aux flics. En fait, on va à une soirée dans un rooftop avec ce couple en fait. La personne qui voulait le moins être là, au final, tu vois, bah, ils m'ont changé mon verre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant la fin de la soirée, ils m'ont fait passer derrière les cuisines. Et après, dans les brefs souvenirs que j'ai, je vois qu'en fait, on arrive par derrière les cuisines, qu'on passe dans des escaliers, puis qu'on arrive en fait dans l'hôtel qui était dessous du rooftop. D'un coup, finalement, j'arrive dans une chambre. Et du coup, ben voilà, le viol arrive, je sais pas si je suis enfermée, je sais pas si je peux sortir. Je me sentais genre crier de l'intérieur et de rien pouvoir faire, d'être tournée dans tous les sens dans un lit que je pensais vraiment à mourir en fait. Parce que à ce moment-là, moi je me dis, je suis dans une chambre d'hôtel, c'est bon, genre ils m'ont kidnappée. Et le pire en fait, c'est quand j'ai enlevé mes vêtements pour aller me doucher et que là, il y avait un numéro écrit sur moi. Et en fait, il y avait un numéro écrit en vert, genre le numéro 7. Et après coup, je pense que c'est parce que j'étais la 7e personne à qui il faisait ça en fait. Tu ressens, du coup t'essayes tu vois, de voir une douleur en fait. Parce que t'as rien, t'as pas de sang, t'as rien, mais tu te sens détruite en fait. On n'est pas parlé pendant, mais je sais pas combien de temps. Jusqu'à quand en fait, et du coup en fait j'enchaînais les tentatives de suicide jusqu'à ma 3e en fait. Nous la première fois qu'on a été alertés, c'est au mois de janvier seulement, donc 5 mois après. Et en fait, on a été appelé par... sa mère a été appelée par la coloc de Tessa. On ne savait pas ce qui se passait. Nous, on avait juste appris que voilà, elle avait fait une tentative de suicide. On ne comprenait pas qu'est-ce qui avait motivé ça. Enfin, c'était très compliqué. Vraiment très, très triste pour cette Tessa, quoi, je voyais bien qu'elle était au dernier niveau de la dépression. Ouais, on voyait bien qu'elle n'était pas dans son assiette, mais on ne savait pas si c'était les amours, si c'était la fac. On ne savait pas, mais on voyait bien qu'il y avait un mal-être. Et donc on est averti comme ça, tentative de suicide, et on se retrouve aux urgences de l'hôpital, et on ne comprend pas ce qui se passe dans un premier temps. J'ai envie de dire qu'on a mis des semaines, voire des mois, à voir l'intégralité du récit, nous. Ça a été un cauchemar qui a commencé, pour sa mère en particulier, pour Tessa bien sûr. Parce que Tessa, elle touchait le fond, le lien de beau-père s'est vraiment renforcé. Ça a été un parcours du combattant. Là. Au bout du rouleau, elle était vide, vide, vide. On aurait dit que son âme avait quitté son corps. C'était un zombie.
Pour m'en sortir, il a fallu que j'accepte totalement qui j'étais. Que j'avais été violée déjà, parce que pendant des années, en fait, si j'arrivais pas, c'était que j'acceptais pas d'avoir été violée, d'être une victime du viol. Je crois qu'elle en ressort plus forte et surtout plus vraie. Je trouve que ça a cassé chez elle un masque qu'elle s'était forgé par son histoire.